Bonjour Arnaud. Bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette capsule numéro 4, base de la ventilation mécanique invasive, partie 1. Les objectifs de ces présentations, c'est de comprendre les bases de la ventilation mécanique, surveiller un patient ventilé et enfin apprendre les réglages de la ventilation invasive. Vu que c'est quelque chose qui est compliqué, la ventilation invasive, j'ai essayé de résumer encore une fois ce qui est essentiel pour les infirmiers, mais néanmoins, il y aura plusieurs parties. Il y aura d'abord une première partie ici avec un PowerPoint avec environ 40 dias, une deuxième partie spécifique pour le Covid-19, une troisième partie où on fera des exercices sur simulateur et une quatrième partie, une vidéo qu'on avait faite avec Frédéric Dupré sur la ventilation non invasive. Qu'est-ce que c'est la ventilation? Le but, c'est de suppléer la ventilation, donc éliminer la PaCO2 et contrôler le pH, et l'oxygénation. Il y a de nombreuses indications, par exemple la protection des voies aériennes chez un patient qui a un Glasgow inférieur à 7, en cas d'anesthésie, défaillance cardiaque, hypoxémie réfractaire, acidose respiratoire, etc. Ce qui est essentiel à retenir, c'est vraiment ces deux éléments, la ventilation et l'oxygénation. Et dans cette présentation, on va parler uniquement de la ventilation invasive qui se fait avec un tube endotrachéal ou une trachéotomie. Et pour tout ce qui est VNI, ça viendra dans une autre partie de capsule vidéo. Donc le but, comme on l'a dit, oxygénation, ventilation, oui, mais pas à tout prix. Le but est vraiment d'éviter les lésions pulmonaires chez le patient. Le respirateur, lui, va faire tout ce que vous demandez. Et si vous faites des mauvais réglages, ça peut être très délétère pour le patient et provoquer des traumatismes pulmonaires. Il y a plusieurs traumatismes. Il peut y avoir des volotraumatismes lorsque le volume est trop élevé. Et le deuxième traumatisme qu'on rencontre le plus sont des barotraumatismes lorsque la pression est trop excessive. Et d'autres petites lésions comme l'actéotraumatisme, on verra ça par la suite, et les lésions d'hyperoxémie. Alors pour cette présentation, il y a différents modes de respirateurs. Il en existe plein, différents, avec plein de noms différents en fonction des marques du respirateur. Moi, ce que je vous propose, c'est de manière résumée, c'est de parler de 3 modes qui sont utilisés dans 90% des cas et essayer de vous parler avec un langage plutôt commun et pas essayer de vous parler en fonction des modes et des acronymes en fonction des marques de respirateurs. En effet, c'est important d'utiliser des noms génériques plutôt que tous les noms différents qui existent selon les respirateurs, parce que sinon, là, c'est vrai, on s'y retrouve plus. Alors voilà les différents modes de respirateurs dans la ventilation artificielle. Donc il y a deux parties, la ventilation invasive et non invasive, mais la ventilation non invasive ne fait pas partie de ces capsules. Et dans la ventilation invasive, on a d'une part les modes totaux, comme le volume assisté contrôlé, la pression assistée contrôlée. Là, il y a une fréquence qui est imposée chez le patient et le patient fait peu ou rien du tout, ce qui nécessite souvent une sédation modérée à profonde. Les modes ni partiel ni total ou hybride, on n'y verra pas ça dans cette présentation car ce n'est pas couramment utilisé. Et on a ensuite les modes partiels comme l'aide inspiratoire qu'on verra dans la fin de cette capsule. Les consignes ventilatoires. Donc le respirateur a 2 consignes possibles. Soit il va délivrer une consigne en volume, donc avec un débit qui sera constant, car le débit est du volume sur du temps, comme le volume assisté contrôlé. Ou soit le respirateur va délivrer une consigne en pression. Et alors là, c'est le cas de la pression assistée contrôlée ou de l'aide inspiratoire. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que quand on donne une consigne en volume, les pressions ne sont donc pas contrôlées. Et à l'inverse, lorsqu'on donne une consigne en pression, là, c'est les volumes qui ne sont pas contrôlés, et ce qui sera vraiment essentiel pour les alarmes. Ce n'est pas nous qui avons fait cette dia et on s'excuse pour les petites fautes d'orthographe qu'on peut voir. Donc, de manière schématique, on pourrait voir les poumons comme un ballon de baudruche. Et pour gonfler un ballon de baudruche, on a 2 possibilités, comme vous le savez. Soit on le gonfle avec la bouche et donc on va mettre un volume, mais la pression dans le ballon n'est pas contrôlée. Ou soit on peut le faire avec une pression comme de l'hélium. Et alors là, c'est l'inverse. Le ballon de baudruche va se gonfler et le volume ne va pas être déterminé.
Qu'est-ce qui va déterminer que le ballon va se gonfler facilement ou pas, ou de manière difficile? De manière classique, c'est des variations de volume et de pression qui peuvent dépendre de toute la physiologie du patient. Mais quoi qu'il arrive, dès que vous allez augmenter votre volume, vous allez augmenter votre pression. Et inversement, si vous augmentez votre pression, ça va générer un volume chez le patient. De quoi ça dépend? Cette notion de deux notions. De manière physiologique, on parle de soit de résistance, qui sont les pressions dans les zones de conduction, donc c'est-à-dire dans les bronches et dans les parties supérieures et inférieures. Et donc, au plus ces bronches sont fermées, au plus ça va augmenter les résistances lorsqu'il y aura un débit qui va s'écouler. Ou soit cette notion de compliance, où là, on parle vraiment du sac alvéolaire. Et alors là, en fonction de la facilité que les alvéoles vont se laisser distendre ou pas. On va dire qu'un poumon sera bien compliant quand il se laisse déformer facilement. Et donc, évidemment, ça va faire varier vos pressions ou vos volumes en fonction de votre consigne de respiration. Est-ce que c'est toujours clair, Barbara? Très, très clair. Alors, le premier mode qu'on va voir, c'est le volume assisté contrôlé. On peut voir deux courbes qui vont être essentielles pour ce mode. Le premier est le débit et le deuxième, les pressions. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le débit à l'inspiration est positif et il est surtout constant. Car je rappelle, le volume, c'est toujours un débit constant. Ce débit positif va donner une pression qu'on peut voir ici, on va appeler cette première pression la pression pic ou la pression crête. On va ensuite voir une deuxième partie au niveau de cette courbe. C'est une pause téléinspiratoire, donc ça veut dire que toutes les valves sont fermées et ça va donner un autre type de pression qui est la pression plateau. Quelle est la différence entre les deux? La pression crête va refléter plutôt les résistances, car on a un débit qui s'écoule dans les voies aériennes. Et vu que quand il n'y a plus de débit, il n'y a plus de résistance, quand ce débit est nul, on va avoir une pression plateau qui reflète plutôt la compliance du patient. On va ensuite avoir un débit expiratoire qui sera négatif lors de l'expiration, parce que ça veut dire que là, à ce moment-là, le volume s'échappe du sac alvéolaire et des zones de conduction. Est-ce que c'est clair pour cette première partie, Barbara? C'est très clair et on voit bien ici avec ce que tu as dessiné sur la DIA que les pressions vont être très importantes à surveiller sur le respirateur lorsqu'on va ventiler un patient en mode volume assisté contrôlé. J'ai bien compris? C'est ça, tout à fait. Et on va revoir par la suite toutes ces alarmes pour cette pression qui va être importante. Alors, comme je l'ai dit depuis tantôt, le volume assisté, le mot assisté est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Le volume contrôlé pur n'existe plus vraiment. Sur tous les respirateurs modernes, on utilise toujours ce volume assisté contrôlé. Ça veut dire que si le patient veut déclencher un cycle respiratoire, il peut le faire. C'est ce qu'on appelle le seuil de déclenchement en anglais, le trigger inspiratoire, qui est soit en débit, soit en pression. À ce moment-là, le patient, quand il va commencer à s'éveiller, peut déclencher des seuils de cycle au-dessus de la fréquence imposée chez les respirateurs. Et comment ça marche? C'est le premier servi c'est le phénomène de premier qui arrive le premier servi. Donc, si le patient, il y a un trigger qui se met, alors c'est le patient qui va imposer cette fréquence du patient. Néanmoins, quand le patient va de plus en plus s'éveiller, donc on va diminuer surtout les sédations, le volume assisté contrôlé n'est pas confortable, surtout ce débit constant. Et donc, à un moment donné, quand le patient sera trop réveillé, il va commencer à lutter sur le respirateur. Et alors là, ça veut dire qu'on devra passer à un mode partiel, comme l'aide inspiratoire. Oui, donc OK c'est pas un mode à utiliser tout le temps en fait. Non, c'est vraiment quand le patient a une sédation modérée une sédation modérée à sévère. Et une fois que le patient commence à se réveiller, à un moment donné, il va lutter contre le respirateur parce que ce volume contrôlé n'est pas confortable. Et alors là, il faudra le passer en mode partiel. Et puis, le but aussi, c'est d'avancer dans le sevrage de la ventilation mécanique et donc de ne pas le laisser dans un mode total le plus longtemps possible. Réglage du volume assisté contrôlé. Il y en a plusieurs. Il y en a principalement 5. Le volume courant.
On a ensuite la fréquence respiratoire, puis le rapport d'inspiration-expiration, la PEP et enfin la FiO2, la fraction inspirée en oxygène. Pour le volume courant, qu'est-ce qu'il faut demander pour régler le volume courant, Barbara? Toujours demander la taille du patient. En centimètres, c'est plus facile. Évidemment, oui, on règle le volume courant, c'est important en fonction de la taille du patient et son sexe. Car on règle le volume courant en fonction du poids théorique du patient et pas en fonction du poids réel du patient. Donc, demander le poids du patient pour le volume courant ne sert à rien. Ça peut servir pour d'autres choses, évidemment, mais pas pour régler le volume courant. C'est vraiment essentiel, car on peut voir sur cette image de gauche pour la scintigraphie, c'est que quand le patient grossit, les poumons ne changent pas du tout, ne grandissent pas. Et ensuite, autre élément, c'est qu'on s'est rendu compte dans la littérature, c'est que souvent les femmes avaient des volumes réglés courants qui étaient beaucoup trop élevés, car on surestime souvent leur taille. Et donc, c'est vraiment important, car ce volume courant est associé à la mortalité du patient, surtout dans la RDS. Et il y a des formules pour ça, établies, ou alors il y a des tables, comme on a vu juste ici dans la dia. Et dans les respirateurs modernes, évidemment, on peut encoder le sexe et la taille du patient. On a directement le volume courant en fonction du poids théorique du patient. Je répète, entre 6 et 8 ml par kilo de poids théorique. Et dans les RDS, 6 ml précisément de poids théorique. Et c'est le médecin s'il veut l'augmenter en fonction de la compliance du patient, par exemple. La fréquence respiratoire du patient ensuite. Alors, la fréquence respiratoire, évidemment, ça rentre principalement dans le volume minute, parce que le volume minute dépend du volume courant multiplié par la fréquence respiratoire. Ici, comme je vous ai dit, on va utiliser plutôt des volumes courants qui sont plutôt faibles. Qu'est-ce qu'on va faire avec la fréquence respiratoire pour maintenir un bon volume minute? Eh bien, on va plutôt faire respirer le patient plus vite et donc augmenter la fréquence respiratoire. Tout à fait, pour maintenir une bonne ventilation, donc c'est-à-dire maintenir une bonne PaCO2, donc un bon pH, on va augmenter cette fréquence respiratoire pour compenser ce volume courant bas afin d'avoir un volume minute qui soit correct chez le patient. Attention qu'à un moment donné, quand la fréquence respiratoire devient trop élevée, au-dessus de 35 par exemple, le temps expiratoire devient trop court et on limite la vidange des alvéoles. Donc à un moment donné, on ne peut pas augmenter jusqu'à l'infini. Ensuite, rapport I/E, pas toujours évident à comprendre. En fait, ce rapport I/E, de manière physiologique, on le règle à 1/2. Ça veut dire que le temps expiratoire est 2 fois plus long que le temps inspiratoire. Comme on peut le voir ici sur la dia, ici, en bas, sur les pressions, c'est que ici, le temps d'inspiration sera de 1 seconde et le temps expiratoire sera ici de 2 secondes. Si on allonge le temps expiratoire, si on prend un I/E à 1/3 par exemple, vous avez vu que le temps inspiratoire, alors ici, passe à 0,7 secondes. Et là, on passe à 2,3 secondes pour le temps expiratoire. Comment est-ce qu'on le règle pratiquement? Donc, j'ai dit physiologiquement, on met sur 1/2 de manière classique. Et on peut augmenter ce temps expiratoire, comme dans la crise d'asthme, le BPCO, à 1/3, voire 1/4, pour laisser vraiment le temps aux alvéoles de se vider et d'éliminer cette PaCO2. Certains auteurs parlent même d'un rapport I/E à l'inverse de 1/1 dans la RDS pour limiter les pressions au niveau de l'inspiration. Néanmoins, classiquement, on met 1/2 et je pense que c'est à voir plutôt avec les médecins si on veut modifier ce rapport I/E. Alors, autre réglage, l'avant-dernier, la PEP. Donc, la PEP n'est pas toujours évident à régler. Donc, qu'est-ce que c'est la PEP? Le but de la PEP, c'est de recruter des parties des alvéoles qui sont fermées et qui se trouvent souvent ici dans la partie de la base des poumons. Le but, évidemment, c'est de recruter cette partie des alvéoles, mais sans provoquer de surdistension, comme on peut voir sur la partie A ici des alvéoles. Car si on provoque des surdistensions, ça va éviter de vidanger les alvéoles et enfin peut avoir des impacts au niveau hémodynamique du patient. Ce recrutement est vraiment important dans la RDS et va améliorer principalement l'oxygénation. Je rappelle, pour améliorer l'oxygénation, on a 2 réglages, la PEP et la FiO2, tandis que pour régler la ventilation, donc la PaCO2 et le pH, on va plutôt régler
le volume courant, la fréquence respiratoire et le I sur E. Alors, comment est-ce qu'on la règle, cette PEP? Pas toujours évident, c'est très complexe. Il y a plusieurs techniques et c'est jamais très clair. Et je pense qu'en tout cas pour les RDS, c'est surtout quelque chose de médical. Mais voilà, plusieurs techniques comme le stress index, la pression motrice, on y reviendra, l'échographie, le scanner. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est que quand on va avoir des PEP plutôt augmentés, oui, ça va recruter, mais ça peut aussi avoir des impacts au niveau hémodynamique du patient. La FiO2, dernier réglage. La FiO2, ça sera de 21 à 100% en fonction de la saturation du patient, qui doit se retrouver entre 94 et 97 mm de mercure. Et souvent, au lit du malade, on calcule un rapport PaO2 et FiO2 pour connaître le degré d'hypoxémie du patient. Classiquement, on reprend une définition de la RDS, mais il n'y a pas que ce rapport PaO2 et FiO2 pour la définition de la RDS. Mais voilà, c'est ce qu'on utilise couramment. On dira que le patient en hypoxémie léger lorsqu'il se trouve entre 200 et 300. Ensuite, modéré quand il se trouve entre 100 et 200. Et inférieur à 100 quand c'est sévère. C'est juste, Barbara? C'est juste. Enfin, de manière résumée, pour les réglages, donc c'est ce qu'on a vu. On va juste répéter le volume courant de 6 à 8 ml par kilo de poids théorique et 6 ml lors de la RDS. Fréquence respiratoire entre 10 à 35, c'est très théorique. Il faut s'adapter en fonction du patient afin d'avoir un bon pH et une bonne PaCO2. Un rapport I sur E qui est classiquement mis à 1 sur 2, mais comme on l'a vu, il peut avoir des petites différences. On peut mettre 1 sur 1, voire 1 sur 4. La PEP qui ira de 5 à 15 cm d'eau, voire peut-être exceptionnellement un peu plus élevée. Et la FiO2 en fonction de 21 à 100% en fonction de la saturation du patient. Tiens Arnaud, avec ces réglages, est-ce qu'il n'y a pas des alarmes aussi à régler? Bien sûr, les alarmes sont essentielles et sont de la responsabilité infirmière, comme tu l'as dit, Barbara, dans la capsule vidéo sur l'hémodynamique. L'alarme pour la pression, lorsqu'on est en volume assisté contrôlé, qui est vraiment essentiel, c'est la pression plateau. Comme on l'a dit, la pression plateau, c'est ce qui reflète la pression dans les alvéoles. La pression pic, a priori, peut être très élevée. Il n'y aura jamais de barotraumatisme par rapport à ça. Et par contre, les barotraumatismes vont se faire sur la pression plateau, comme on peut le voir, je répète ici, lors de la pause téléinspiratoire. Elle doit être inférieure et est égale à 30 cm d'eau. On a ensuite une autre… Qu'est-ce qui se passe, Arnaud, si ça dépasse 30 cm d'eau? Alors, on aura des barotraumatismes, donc des lésions pulmonaires qui peuvent aller jusqu'à avoir un pneumothorax du patient. Et donc ça, évidemment, c'est très, très délétère pour les patients et c'est associé à une augmentation de mortalité des patients. Élément pratique, c'est que souvent sur les respirateurs, même les respirateurs modernes, la pression se met PaW et la pression dans les voies aériennes. Et en fait, c'est la pression pic qui est mise dessus, alors que je vous ai dit que la pression pic n'est pas vraiment importante pour les barotraumatismes. Et donc, à chaque tour, il faut aller regarder, monitoriser cette pression plateau et aller la noter dans le dossier infirmier et appeler le médecin si elle dépasse 30 cm d'eau. Et il fera des adaptations en fonction du volume courant et de la PEP du patient. On a ensuite une notion qu'on parle de plus en plus, cette notion de driving pressure que vous retrouvez ici, qui est la différence entre la pression plateau et la PEP, qui doit être inférieure à 14 cm d'eau et qui est aussi une notion de barotraumatisme pour les patients. Alors, évidemment, ce n'est pas encore vraiment validé, mais ça aussi, quand elle dépasse 14 cm d'eau, ça a l'air d'être associé à une augmentation de mortalité dans les RDS. Est-ce que c'est clair pour ça, Barbara? Oui, c'est très clair. Alors, les alarmes, les pressions, on l'a vu. Si on a une pression basse, on pourrait penser par exemple à un mauvais réglage des alarmes ou en tout cas des fuites sur le circuit. Il y a d'autres éléments. Je vous laisserai évidemment cette présentation sur le site de la CIS Nursing. Les pressions hautes, ça peut être une augmentation des résistances, comme par exemple une obstruction du tube ou encore lorsque le patient mord sur le tube, évidemment. Car là, on va vraiment diminuer les tuyaux au niveau du patient. On a ensuite différentes situations cliniques et en fonction de cette pression crête et cette pression plateau, on peut l'adapter car je vous ai dit la pression crête,
c'est le reflet des résistances, et la pression plateau est le reflet de la compliance. Et donc voilà, par exemple, si on a une augmentation de la pression de crête avec une pression plateau qui reste normale, ben, c'est par exemple un patient qui aurait des sécrétions bronchiques augmentées et qu'on devrait peut-être l'aspirer, comme l'avait vu Barbara dans la capsule, sur les soins ORL. C'est juste, Barbara? Oui, c'est juste. Raison de plus pour être attentif à ce qui va se passer sur le respirateur. On va passer ensuite au deuxième mode, la pression assistée contrôlée. La pression assistée contrôlée, c'est le même mécanisme que la ventilation assistée contrôlée. Donc, il y aura une fréquence imposée chez le patient avec un trigger, parce qu'il y a le mot assisté. Par contre, là, vous voyez que dans les premières courbes de pression, la pression est constante et limitée parce que c'est un mode, une consigne en pression. Ensuite, le débit ici est décélérant. Et là, il faudra être vraiment attentif du coup au volume qui vont varier en fonction de la compliance et des résistances du patient. Qu'est-ce qui va changer dans les réglages alors, Arnaud? Les réglages ici sont identiques au volume assisté contrôlé, sauf que le réglage, on n'aura pas de réglage du volume courant, mais on aura un réglage de pression positif à la place. Ce niveau de pression contrôlé peut être de 5 à 30 cm d'eau. Toujours pour éviter les barotraumatismes, on va éviter régulièrement de dépasser les 30 cm d'eau, mais il faut évidemment additionner la PEP à cette pression. Et alors là, il faudra être vraiment très vigilant aux alarmes sur les volumes courants du patient, car ces volumes ne sont plus contrôlés. On passe enfin au mode partiel, l'aide inspiratoire, qui est le principal mode utilisé aux soins intensifs pour ce mode partiel. C'est aussi ce qu'on appelle la pression support ou parfois ce qu'on appelle aussi la VSPEP dans nos services. Tout à fait. En fait, pression support est le mot en anglais. VSPEP, par contre, est plutôt le ventilation spontanée avec PEP, donc ça veut dire plutôt avec le mode qu'on dirait CPAP. Et donc là, on essaie de garder plutôt le même nom pour tout le monde, c'est l'aide inspiratoire. Quels sont les réglages alors qu'on va devoir mettre en aide inspiratoire? Alors les réglages, comme pour tous les autres modes, il y a la FiO2 et la PEP qui restent toujours d'actualité dans les réglages, comme on a vu par la suite. Ici, on va rajouter un autre élément qui est le niveau d'aide, qui est peut-être compliqué, qu'on va essayer de comprendre. Et donc, comme on l'a dit, l'aide inspiratoire, ou pression support en anglais, comme vous pouvez voir sur les courbes ici, les courbes de pression sont contrôlées car c'est un mode en pression. Et donc, ce qui est important ici, c'est que les volumes ici ne seront pas contrôlés, encore une fois, comme dans le mode pression assistée contrôlée. L'aide inspiratoire se règle en fonction de plusieurs paramètres. L'idée est de trouver une aide inspiratoire optimale en fonction du patient. Ça se règle en fonction de la fréquence respiratoire, du confort du patient, la clinique va être importante, et du niveau de PaCO2. C'est principalement en fonction de ça qu'on va régler l'aide inspiratoire. Donc, si vous avez un patient qui est polypnéique et qui est hypercapnique, vous allez augmenter votre niveau d'aide. À l'inverse, un patient qui sera plutôt hypocapnique et hypoventilant, vous allez plutôt diminuer votre niveau d'aide. Mais évidemment, on l'a dit, c'est principalement sur la fréquence et sur la PaCO2. Mais vu qu'on est ici dans un mode en pression, ce qui va être essentiel aussi, c'est en fonction du volume courant cible de votre patient. Vous allez toujours essayer d'arriver à un volume courant cible de votre patient de 6 à 8 ml de kilo de poids théorique. Donc, je rappelle, ce niveau d'aide va se faire en fonction de votre fréquence respiratoire, de votre PaCO2, de votre volume courant et enfin de votre clinique du patient. Et puis, il faut essayer de voir l'effort du patient, évidemment. Si vous mettez votre patient au fauteuil, il va faire un gros effort. Souvent, vous et moi, quand on fait des efforts, on augmente notre travail inspiratoire. Il faut peut-être augmenter votre niveau d'aide, par exemple, lorsqu'on le met au fauteuil ou lorsque, par exemple, il fait du vélo. À l'inverse, le sommeil, par exemple, peut peut-être se permettre de diminuer le niveau d'aide, même si ce n'est pas toujours évident de trouver le bon niveau d'aide chez le patient. Donc, si on augmente notre niveau d'aide, comme on peut le voir sur la première courbe ici, on va augmenter notre pression du patient. Et donc, évidemment, le niveau d'aide maximum va se faire en fonction de votre PEP et on ne va jamais dépasser les 30 cm d'eau. Et normalement, si on fait ça, on aura une augmentation du débit d'insufflation et donc
une augmentation du volume courant chez le patient. Évidemment, le mode partiel veut dire que le patient ne soit peu ou pas sédaté et qu'il puisse déclencher le respirateur avec le trigger, comme on l'a vu pour le mode assisté contrôlé. Le trigger qui se trouve ici, un trigger qui se règle soit en débit, soit en pression, et qui doit être le plus sensible possible du patient sans provoquer d'autodéclenchement. Le niveau de PEP, on l'a vu, c'est comme par avant, c'est en fonction de la saturation du patient et l'hémodynamique du patient. Il faut regarder aussi votre clinique. Et là, on va rajouter un autre élément, c'est en fonction de la pipe intrinsèque qu'on retrouve régulièrement chez le BPCO et les fuites au niveau du masque. Et ça sera vu dans la capsule sur la ventilation non invasive. En résumé, l'aide, donc je l'ai dit, on va faire un trigger respiratoire, soit en débit, soit en pression, le plus sensible possible sans autodéclenchement. Il y a d'autres paramètres qui sont un peu plus compliqués, comme la pente. Donc, c'est la vitesse de montée d'aide, qui doit être rapide possible en fonction du patient. Le niveau d'aide. Le trigger respiratoire cyclage, on ne va pas en parler par la suite. Et ensuite, enfin, la PEP. En résumé, pour les alarmes, car c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que ce soit pour tous les réglages, pour tous les modes, on va regarder la pression crête selon le patient, et même si on sait que c'est la pression plateau qui sera importante. Le volume courant en fonction du poids théorique. On va mettre une alarme sur le volume minute expiratoire adapté en fonction de la fréquence et du volume, essentiel pour les fuites et les déconnexions. On mettra une alarme sur la fréquence respiratoire pour nous signaler si le patient hypoventile ou hyperventile. Et important en aide inspiratoire, un temps d'apnée où le respirateur, lorsque ce temps d'apnée va être dépassé, le respirateur va passer en pression contrôlée. Dernier élément pour cette vidéo, c'est l'humidification. Humidification qui peut se faire par deux modalités, soit un humidificateur chauffant et humidifiant ici, qui va humidifier de manière active le patient, ou soit via un filtre qu'on met au niveau du respirateur ici, du circuit. Ça va avoir deux impacts. L'humidification active va mieux humidifier a priori et mieux réchauffer, et va avoir peu ou pas d'espace mort et donc augmenter la PaCO2 chez le patient, car ce filtre ici va provoquer un volume courant et des résistances qui peuvent être importants chez les patients, qui peuvent être évidemment essentielles pour le BPCO. Et on va voir que pour le Covid, il y a quand même des spécificités par rapport à cette modification. J'espère que j'ai été clair. Résumé, n'oubliez pas qu'il y a d'autres capsules vidéo et d'autres infos sur notre site www.sleepnursing.be. Merci beaucoup Arnaud pour cet excellent résumé sur les bases de la ventilation mécanique. À bientôt pour les prochaines vidéos. C'est bon? Ouais, je t'ai pas laissé le temps de parler plusieurs fois, mais en fait, je t'attendais plusieurs fois et puis… Mais c'est difficile comme on ne se voit pas, je trouve. Tu vas trouver le bon moment parce que j'aurais bien voulu parfois poser mes questions, mais tu le disais d'emblée, Ben et ouais. tant mieux, c'est très bien. Écoute, c'est pas toujours évident d'être interrompu non plus Tu quand peux on a arrêter son l'enregistrement fil. si